Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. L'expo Le Monde selon l'IA au Jeu de Paume est désormais finie. Mais la réflexion continue via des cours qui sont proposés par le Jeu de Paume et dont le thème en fait général de l'année 2025-2026 sera et en fait de l'invention de la photographie aux images d'aujourd'hui. Notre invitée du jour assure le premier cycle de ce cours et elle a intitulé ce premier cycle « Images artificielles ». Vous me voyez venir ? Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue culturel, éthique, mythologique un peu aujourd'hui, artistique sûrement, et pourquoi pas un petit peu anthropologique. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez toujours sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur notre app mobile Android ou iPhone, sur la bande FM bien sûr, 93.1 et le DAB+, dans toute la France. En podcast, sur votre plateforme de podcast préférée. Merci Monsieur Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté et de nous donner tant d'outils pour faire cette émission. Chers auditorices, nous n'avançons que grâce à vous, à votre écoute, à vos partages. Vous avez donc un grand pouvoir. Si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous liker, nous partager l'émission sur vos réseaux. Et si vous avez un iPhone, prenez 5 secondes pour nous retrouver dans votre navigateur web en mettant Apple Podcast Parlez-moi d'IA et nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Tout cela nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes. Et C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Nous n'avons pas fini d'essayer de comprendre ce que l'éruption de l'IA provoque et engendre dans nos vies. Nous l'avons déjà évoqué ici, les conséquences notamment sur la créativité, la création, la production d'images et la conscience artistique sont profondes. Notre invitée du jour, historienne de l'art, a un parcours original vers l'IA. Elle va nous en parler, elle va nous expliquer comment elle est arrivée jusqu'à l'IA. Elle est chargée de recherche au CNRS, au sein de l'unité de recherche Talim. Elle croise souvent dans ses travaux de multiples disciplines et c'est très riche de l'écouter. Tout ça pour éclairer en fait ce phénomène et ses conséquences. En 2017, elle a été commissaire d'une exposition sur la figure mythique du golem, souvent invoquée quand on parle d'IA. Et puis plus récemment, elle a été co-commissaire de la grande exposition, la belle et grande exposition Le Monde selon l'IA au Jeu de Paume. Alors, l'expo étant désormais terminée, elle propose un cycle en plus spécialisé et elle va nous en parler. Et il est intitulé « Images artificielles ». Bonjour, Ada Ackerman. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio à cette heure matinale. Avec plaisir. Alors, parlez-moi d'IA, Ada, mais juste avant, c'est un peu la traduction. On essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici. Pouvez-vous nous expliquer finalement les grandes lignes de votre parcours universitaire, de chercheuse également, finalement qui vous a conduit à vous intéresser à ces fameuses IA génératives d'images ou de vidéos? Alors, je suis historienne de l'art de formation et j'ai toujours privilégié dans mes travaux des objets interdisciplinaires. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on peut opérer des passages et des circulations entre les arts, entre les cultures, entre les disciplines. Et c'est pour cela que j'avais accepté la proposition généreuse que m'avait faite le Musée d'art et d'histoire du judaïsme pour assurer le commissariat d'une exposition sur la figure du golem en 2017. C'était l'exposition Golem, avatar d'une légende d'argile. Alors, on était en 2017, donc bien avant le tourbillon que nous avons connu avec les IA génératives type ChatGPT, mais on parlait quand même déjà beaucoup d'IA et on avait beaucoup de craintes, notamment par rapport aux robots tueurs. Et durant toute la préparation de cette exposition sur le golem, il y avait un flot continu de parallèles entre le golem et l'IA. Et donc, bien entendu, une fois cette exposition terminée, j'ai continué à m'y intéresser.
Et j'avais notamment monté un cycle de conférences, de rencontres et de projections avec un collègue avec lequel je travaille déjà depuis plus de 20 ans, Antonio Somaini, qui était le commissaire général de l'exposition Le Monde selon l'IA. Et donc avec Antonio, nous avions monté tout ce cycle de conférences que nous avions présenté au BAL, qui est un centre d'art dédié notamment à l'image photographique et à l'art contemporain. Et donc, ces cycles de conférences et de projections portaient sur les rencontres, les points de croisement entre l'humain et le non-humain. Et on s'y était beaucoup intéressé, notamment à ce qu'on appelle la machine vision, la vision par ordinateur. Et donc, tout naturellement, on a suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'est passé durant ces 3 dernières années autour de l'IA. Et on a monté différents projets de recherche, dont un qui s'intitule Culture IA, pour une histoire culturelle de l'intelligence artificielle, qui, lui, a été piloté par un de mes collègues au CNRS, Alexandre Geffen. Donc, j'ai rejoint ce projet. Antonio, lui, a monté un autre projet qui s'intitule l'étude de l'impact de l'IA sur la culture visuelle. C'est un projet mené grâce à l'Institut universitaire de France. Et donc, on a évidemment rassemblé énormément de résultats de recherche stimulantes sur ces questions. Et il nous semblait absolument nécessaire de les traduire sous la forme d'une exposition, de manière à partager nos réflexions avec un public élargi, au-delà du seul cercle des chercheurs, de nos pairs, et surtout parce que durant ces années de recherche, nous avions rencontré beaucoup d'artistes, puisque notre sujet, c'était vraiment la culture visuelle, l'histoire culturelle, telle qu'elle est transformée au contact des IA. Et donc, nous avions une matière absolument proliférante et c'était évident qu'il fallait le proposer sous cette forme-là. On va revenir sur tous les sujets que vous venez d'aborder, effectivement. Peut-être qu'on peut commencer par le golem, justement. On dit souvent, enfin, c'est une des figures qu'on appelle souvent en comparaison de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que le golem, quelles sont les premières évocations culturelles et mythologiques du golem, et quelles ont été ses évolutions après au fil du temps? Alors, le golem, c'est une créature qu'on associe spontanément à Prague, parce qu'on connaît surtout la légende du golem de Prague, une légende qui a été inventée au XIXe siècle. On sait moins qu'avant de basculer dans le domaine de la légende et de devenir une des figures les plus connues du folklore et de la culture juive, le golem a d'abord été une créature dont on a débattu dans des cercles spirituels, ésotériques, ce qu'on appelle les cercles des kabbalistes juifs, parce que on prenait très au sérieux la possibilité de créer un homme artificiel. Et pas seulement d'ailleurs un homme artificiel. Le golem, ça pouvait être aussi des animaux artificiels. On a des cas dans les textes juifs sacrés de veaux qu'on aurait créés artificiellement, ce qui anticipe quelque peu la problématique du clonage qui avait fait tant couler d'encre il y a quelques années. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, on pourrait créer artificiellement la vie en s'inspirant des méthodes à travers lesquelles Dieu aurait créé l'univers. Et donc, dans la croyance juive, Dieu aurait créé l'univers en combinant les lettres hébraïques. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une idée fondamentale dans le judaïsme, c'est qu'on peut, à partir d'un concept, engendrer de la matière, que c'est vraiment la lettre d'où découle tout. Et d'ailleurs, dans la Bible, on le dit, au début était le verbe. Et ça, par rapport à l'IA et à la programmation, ça n'est pas tout à fait inintéressant. Et donc, ce golem, comment on l'anime traditionnellement, comment on est supposé l'animer? Donc, on modèle un corps avec des matières qui n'ont jamais servi avant, des matières naturelles, de l'eau, de la farine, de l'argile. Et on va ensuite l'animer en combinant à notre tour des lettres. Et ça va être une combinatoire potentiellement infinie. Ça, on va y revenir. C'est aussi quelque chose qui peut annoncer le code informatique et puis les permutations absolument infinies auxquelles ça donne les IA d'aujourd'hui. Et on peut aussi, ça c'est aussi très intéressant et très troublant par rapport à l'IA, on peut aussi animer le golem, c'est une autre variante, en lui inscrivant sur le front le mot hébreu émet, qui veut dire vérité. Et ça, c'est un paradoxe qui ne cesse de me troubler. C'est que pour donner la vie artificiellement, il
faut invoquer la vérité. Et à une heure aujourd'hui où les IA sèment la confusion entre ce qui est vrai et faux, je trouve que ce mythe résonne de façon extrêmement actuelle. Finalement, vous connaissiez déjà toute cette matière-là sur le golem, mais quand c'est des choses qui sont arrivées par la technologie, finalement, ça vous a pas surpris de retrouver tous ces éléments-là ? En fait, je trouve que c'est ce qui fait précisément la force des mythes, et c'est pour cela que les mythes perdurent à travers les époques, c'est qu'ils ont une force de préfiguration de certains événements, et surtout, ils contiennent des interrogations existentielles fondamentales qu'on retrouve à chaque bouleversement. Et donc, c'est pour ça que je trouve très important d'en revenir régulièrement aux mythes pour éclairer le présent. En fait, initialement, dans la légende du golem de Prague, on a son créateur, qui est une figure qui a réellement existé, c'est important de le souligner, qui s'appelait le Maharal de Prague, qui est un très grand sage qui a vécu au XVIe siècle, qui a été l'auteur de très nombreux traités. Et la légende raconte que la communauté juive de Prague était accusée de tuer des enfants chrétiens pour utiliser leur sang pour confectionner le pain qu'on consomme durant la Pâque juive, le pain azim. Et donc évidemment, face à des accusations aussi graves, la communauté juive se retrouve en proie à de fortes menaces. Et donc, le Maharal reçoit durant la nuit des instructions de Dieu pour façonner un golem pour protéger la communauté. Donc, le Maharal exécute toutes les procédures pour animer un golem. Le golem va ensuite montrer que ces accusations sont montées de toutes pièces. La communauté juive retrouve sa tranquillité. Mais ça serait trop beau si ça s'arrêtait sur une fin heureuse et facile. Et en fait, le golem va se détraquer parce que l'épouse du Maharal, en tout cas c'est une des versions, parce qu'on a beaucoup de versions autour du golem, c'est un autre point que je vais développer, mais l'épouse du Maharal se dit que le golem, vu qu'il a une force colossale assez surnaturelle, il serait très pratique pour l'assister dans ses travaux ménagers. Et donc elle demande au golem d'aller puiser de l'eau au puits et de lui ramener. Et donc, le golem se détraque parce que le golem a été conçu pour servir la communauté, pour servir la collectivité. Et si quelqu'un se l'accapare à des fins purement individuelles, ça le détraque. Et donc, il va commencer à ramener sans s'arrêter des seaux d'eau jusqu'à inonder toute la ville. Ça vous rappellera probablement la fameuse scène dans Fantasia où Mickey, l'apprenti sorcier, ramène des seaux. Il n'arrive plus à arrêter le processus. Exactement. Et ça, c'est inspiré d'ailleurs de l'apprenti sorcier de Goethe, qui a peut-être lui-même tiré son inspiration dans le golem. Et donc, le Maharal réussit in extremis à désactiver le golem. Mais donc, c'est déjà une méditation éthique sur la finalité à laquelle on réserve ces outils. Et si des outils ont été initialement imaginés pour le bien commun, il ne faut pas qu'ils tombent sous la coupe de quelqu'un qui cherche à les détourner pour son seul usage. Et donc, je trouve que là aussi, on a une réflexion très intéressante par rapport aux IA qui, en ce moment, sont conçues par une poignée d'entreprises qui fondent une sorte de nouvelle oligarchie, une oligarchie de l'IA, et qui mettent en péril le destin commun de l'humanité. Donc peut-être inspirons-nous du golem pour essayer de remettre ces technologies au service du commun. C'est effectivement assez fou tous les échos que vous évoquez avec une seule figure, tous les échos des réflexions actuelles sur l'IA. L'IA aussi, le golem aussi, comme quoi, lapsus révélateur, le golem aussi, il inspire aussi beaucoup les artistes. Finalement, cette figure-là, elle a inspiré les artistes parce que justement, elle fait référence aussi à la création, au fait d'arriver à animer quelque chose qui est inanimé, que la matière devient finalement autre chose que la matière. Et ça, dans votre réflexion, qu'est-ce que vous expliquez de particulier? Quelle référence on peut avoir et on peut donner aux auditeurs justement sur le lien entre le golem et les artistes? Le golem est une figure qui a inspiré énormément de créateurs, pas seulement d'ailleurs les artistes visuels, mais d'abord aussi les écrivains, les poètes. C'est ça qui rend cette figure fascinante parce qu'elle doit traverser les cultures. Au début, c'est une figure de la culture juive, mais très rapidement, elle va intéresser les cultures chrétiennes et ça va devenir vraiment une figure mondialement connue, disons, à partir du 19e siècle. Et donc, les artistes du monde entier s'y intéressent. Vous avez des déclinaisons du golem jusqu'au Japon. Et tous les champs de la création s'en sont emparés. Et c'est ça qui le rend si riche et qui continue à l'animer.
Et donc, on trouve du golem aussi bien chez les peintres que chez les sculpteurs, mais aussi chez les créateurs de bandes dessinées, puisque beaucoup des super-héros des Marvel et compagnie sont en fait des descendants du golem. Il faut rappeler que la plupart des créateurs de bandes dessinées qui ont imaginé ces super-héros étaient d'origine juive et qu'ils ont fui la Seconde Guerre mondiale et le nazisme aux États-Unis. Et lorsqu'ils imaginent les Superman et autres, ils ont clairement en tête le golem. Et on retrouve du golem jusque dans les jeux vidéo. Beaucoup de personnes qui sont usagères des jeux vidéo ne savent pas forcément que le golem qu'elles rencontrent dans Minecraft et dans bien d'autres jeux est issu de ce folklore juif. Je crois que vous nous avez convaincus. Le golem, figure très forte de compréhension et d'explication et de questionnement de l'IA. On va pas pouvoir aller plus loin parce qu'il y en a beaucoup d'autres choses à se dire, mais bon, on renverra à cette conférence que vous avez donnée qui est disponible en ligne. Et encore une fois, merci pour cette introduction, mais qui va être un peu frustrante peut-être pour les auditeurs, mais au golem, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Moi, je voulais aussi vous parler bien sûr de l'expo Le Monde selon l'IA, et que vous nous disiez un petit peu, vous l'avez dit un peu en introduction, finalement, comment elle est arrivée, donc comme une idée de synthèse de vos travaux sur les images et sur la production d'images, et sur, du coup, ses conséquences sur l'art et les artistes. Alors, dans l'exposition, on a cherché vraiment à se différencier des autres expositions sur l'IA. Et une des pistes, c'était de sortir d'un spectre exclusivement contemporain, parce que ça traduit aussi une sorte de fascination face à un sujet qui se déploie sous nos yeux, mais il nous semblait important de proposer une forme de distance et donc de sortir d'un paradigme aussi très immersif. On a beaucoup d'expos, d'événements autour de l'IA qui tablent sur une dimension immersive qui, du coup, rend le spectateur captif dans une forme de fascination vis-à-vis d'une magie technologique. Nous, on avait vraiment envie de s'écarter de cela. Et une des stratégies a consisté à embrasser une perspective historique très large, parce qu'il nous a semblé important de rappeler que certains des phénomènes qu'on associe très étroitement à l'IA sont en fait le fruit d'une histoire très longue, une histoire culturelle, artistique, technique, parfois aussi politique et sociale, et qu'il n'était impossible de les comprendre dans toute leur complexité sans rappeler cette profondeur historique-là. L'idée, c'était que parfois les phénomènes et les technologies d'IA font ressurgir des problématiques anciennes sans parfois en avoir bien conscience. Je vous donne juste un exemple. La reconnaissance faciale automatisée dont on parle tant, parce qu'évidemment, ça a des implications sociales, politiques, éthiques absolument considérables. Eh bien, ces technologies et ces systèmes de reconnaissance faciale peuvent être inscrits dans une histoire plus longue en les rapportant notamment à des pseudosciences qu'on a discréditées comme des sciences fausses, comme la physiognomonie, pardon pour le mot un peu barbare. La physiognomonie, c'était une pseudoscience qui prétendait pouvoir établir, d'après des caractéristiques extérieures du visage et du corps, des caractéristiques morales et psychologiques d'un sujet. Et donc, on avait des traités qui vous proposaient vraiment de détecter littéralement, à partir de la forme d'une oreille, d'un nez, des yeux, les dispositions morales et intérieures d'un sujet, avec toutes les dérives qu'on peut imaginer, puisqu'il s'agit de cataloguer, de ficher les gens sur un coup d'œil. Et la reconnaissance faciale automatisée, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle part du présupposé qu'on peut étiqueter les gens, qu'on peut les classer dans des catégories bien fixes, ce qui est déjà un présupposé très problématique, et surtout selon des catégories parfois très douteuses. Vous avez un grand dataset qui a été constitué avec des catégories qui s'appellent ImageNet, qui a été énormément utilisé pour entraîner des systèmes de reconnaissance faciale, notamment aux États-Unis. Et bien dans ImageNet, vous aviez des catégories comme loser. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez des gens qu'on peut étiqueter du premier coup d'œil comme un loser?
Et donc, ces technologies reconduisent toutes ces problématiques-là. Il nous a semblé important de rappeler ces liens qui sont parfois passés sous silence ou parfois carrément même oubliés. L'expo est désormais terminée, mais il y a un catalogue qui est toujours disponible, qui est très complet. Elle était très riche, l'expo, donc on peut vraiment y trouver beaucoup d'éléments. Moi, je me rappelle beaucoup de réactions face au grand mur de la frise de Kate Crawford, on en a parlé au moment où on préparait cette émission. C'est fou, cette fascination que cet élément-là, je vous laisse aller regarder, oui, je vous remettrai le lien dans la description, ce que ça veut dire. Et j'ai vu des gens rester pas des heures, parce que je suis pas resté moi non plus des heures, mais de longues minutes à essayer de s'imprégner de tout ça, parce que c'était très riche. Donc encore une fois, disponible dans un catalogue. Et puis donc, désormais, elle n'est plus disponible, cette expo, mais vous assurez un cours toujours au jeu de pommes, et là, avec un dénominatif très, très clair, image artificielle, alors image fixe ou animée. Est-ce que, j'imagine que c'est un petit peu conçu comme une continuité de l'expo. C'est quoi votre objectif avec ce cycle de cours ? En fait, dans une exposition, on a toujours des frustrations. C'est ça, c'est mettre tout ce que vous n'avez pas pu mettre dans l'exposition. Oui, c'est un complément idéal. Et puis, c'est vrai aussi que l'exposition est terminée depuis 1 mois. Et en réalité, nous avons arrêté le projet il y a bien longtemps, puisqu'il a fallu le monter ensuite. Donc, avec un sujet comme celui de l'IA, les choses ont continué à évoluer. Donc moi, j'ai continué à rassembler, à trouver des œuvres passionnantes, à alimenter mon corpus. Et donc l'idée, c'est vraiment, avec ce cycle, de donner une autre vie à l'exposition avec d'autres œuvres, et en poursuivant cette volonté d'interpréter et d'appréhender les productions réalisées avec l'aide de l'IA selon un prisme historique très large. Hier, je donnais la première séance que j'avais axée sur la question justement des mythes que l'IA réactive, qu'elle suscite aussi, parce qu'il y a énormément de figures mythologiques qui permettent d'examiner les attentes auxquelles les IA sont supposées répondre, et ça me permettait de montrer comment finalement les IA répondent parfois à des rêves très anciens de l'humanité. Ce sont des obsessions qui finalement reviennent avec chaque nouvelle technologie. Et donc ça m'a permis d'aborder des sujets aussi variés que Pygmalion et Galatée, ou le géant Talos, ou la création par le fameux peintre Zeuxis de l'image d'Hélène de Troie. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir convoquer des œuvres qu'on n'a pas pu obtenir pour des raisons parfois de prêts difficiles dans l'exposition. Je vous en donne juste un exemple. Dans l'exposition, on avait toutes ces vitrines dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient les capsules temporelles, où on s'arrêtait sur une problématique spécifique qu'on cherchait à éclairer selon une perspective historique beaucoup plus large. Et bien, dans l'exposition, nous avions une pièce de Grégory Chatonsky qui s'appelait La 4e mémoire, dans laquelle, pour le dire rapidement, l'artiste essayait de mettre en place une sorte de tombeau posthume à l'heure de l'IA, avec l'idée que les IA proposent une forme de résurrection inédite dans l'espace, dans ce qu'on appelle les espaces latents. Via les deadbots ? Entre autres, oui. Exactement. Une survie au-delà de la limite du corps physique. On met la conscience de quelqu'un vivant dans une IA pour qu'il continue de vivre. Je traduis rapidement pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Alors peut-être pas la conscience, parce que c'est un peu excessif, mais en tout cas, tout ce que l'individu décédé a pu laisser comme traces, écrites, visuelles, etc., et qui donc vont pouvoir donner l'illusion qu'il continue à vivre à travers un avatar. Et donc, typiquement, dans cette salle, on aurait pu concevoir une capsule temporelle autour de ces désirs de contourner la limite physique du corps et de la mort. Et donc, on aurait pu potentiellement remonter jusqu'au sarcophage égyptien ou jusqu'au portrait du Fayoum. Vous savez, ces portraits peints extrêmement saisissants de réalisme qu'on glissait sur les bandelettes du visage du défunt, avec l'idée vraiment de lui assurer une permanence au-delà de la mort. Donc,
donc c'est exactement le type de croisement et de correspondance que je développe dans ce cours. Autre mythe dont on a parlé, enfin je sais pas si on considère ça comme un mythe, mais en tout cas autre figure dont vous m'avez parlé aussi en préparant, c'était le turc mécanique. Exactement. Est-ce que vous l'avez évoqué hier soir dans votre premier cours ? Tout à fait. Le turc mécanique, c'était une figure très importante pour nous dans l'exposition et de façon générale dans notre réflexion autour de l'IA. En fait, le turc mécanique, c'est une sorte de première fake news avant l'heure, puisque c'est un automate joueur d'échecs qui avait été inventé par un inventeur qui s'appelait von Kempelen. Et donc, c'était un joueur d'échecs qui fascinait, on est au XVIIIe siècle, qui fascinait les cours impériales parce que il gagnait très souvent, quasiment à tous les coups. Et donc, cela semblait relever du prodige. Mais en fait, il y avait un truc, évidemment, non pas un turc, mais un truc. Oui. C'est qu'il y avait un compartiment dans lequel il y avait un nain. Mais c'était un automate extrêmement bien conçu, c'est-à-dire qu'il y avait tout un système d'illusion optique qui faisait que quand vous ouvriez les portes, vous ne voyiez pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. C'était un automate qui s'animait, qui pouvait même parler. Et donc, pendant très longtemps, la supercherie a fonctionné jusqu'à ce qu'on découvre justement comment elle fonctionnait. Et pour nous, c'était vraiment l'allégorie parfaite de la fausse promesse de la magie technologique. Et d'une certaine façon, c'est déjà une boîte noire avant l'heure, les fameuses boîtes noires dont on parle tant autour des IA. Et c'est un mythe qui continue à perdurer puisque quelqu'un comme Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qu'on connaît bien pour les services de distribution en ligne, qu'on connaît moins pour un autre aspect sur lequel Amazon a été assez pionnier, c'est-à-dire le recrutement de travailleurs du clic. Vous savez, ces personnes qui sont sous-payées pour entraîner les IA. Et comment elles les entraînent ? Elles annotent des textes, elles annotent des objets dans des images, elles modèrent parfois des contenus sur les réseaux sociaux. Et évidemment, c'est des conditions extrêmement précaires. Et ces travailleurs du clic sont parfois d'ailleurs soumis à des syndromes de stress post-traumatique parce qu'ils sont exposés en fait à la poubelle d'Internet. Ils sont exposés parfois à des contenus très violents. Bref, donc Amazon a été pionnier dans la mise en place de plateformes pour recruter des travailleurs du clic. Et comment s'appelle la plateforme mise en place par Amazon ? Le Amazon Mechanical Turk. Donc, c'est explicite. Petit cynisme de Monsieur Bezos. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut faire passer le travail des humains pour les prouesses de la machine. Et bien sûr, c'est une forme de magie technologique qui permet de ramener beaucoup plus d'investissement que si on parlait des travailleurs du clic. Le cycle parlera aussi, on n'a pas trop le temps de l'évoquer du coup, mais des nombreuses façons de générer des images et de les exploiter, notamment pour les productions cinématographiques. Vous allez évoquer assez rapidement, mais voilà, les conséquences des images contrefactuelles, c'est-à-dire générées, mais qui participent du coup un peu du brouillage de ce qui est le vrai ou le faux maintenant pour tous les humains, avec toutes les références là dont vous venez d'user déjà, cinématographiques potentiellement, artistiques et culturelles. Je voulais préciser, parce qu'en fait on se rapproche de la fin, Ada, je suis désolé, ça va très vite cette émission. Je voulais préciser les conditions d'inscription. Donc le cycle est déjà ouvert. Il va avoir 4 cours, vous en avez déjà donné un, mais rassurez-vous, en fait ça se passe sur place et à distance. Vous pouvez suivre le cours à distance en direct ou en replay, et le replay dure jusqu'à la fin décembre. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur le jeu de pommes. Si vous devez nous dire finalement ce que vous avez envie de montrer à cet auditoire qui va venir vous rejoindre dans ce cours, puis une manière de conclure du coup notre propos ce matin, qu'est-ce que vous avez absolument envie de partager avec ce cours ? C'est que le fait de s'intéresser aux IA permet de revisiter l'histoire de l'art et surtout l'histoire des arts, je tiens à ce pluriel, d'une façon insoupçonnée, et que loin de nous cantonner au strict contemporain, ça nous permet une véritable odyssée à travers les siècles et à travers les disciplines.
Écoutez, merci pour cette conclusion, Ada Ackerman, et ce tour d'horizon. Alors que c'est ultra frustrant, mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'il faut aller vous écouter dans les cours que vous donnez du coup au Jeu de Paume. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à utiliser votre grand pouvoir, liker, partager, ça va stimuler l'algorithme, et puis ça va nous laisser un peu plus de vues sur les réseaux. On reste sur 93.1 FM, sur Cause Commune, et on se dit à bientôt.